lutter contre les violences lors des manifestations, au lendemain des incidents qui ont éclaté lors du défilé du 1er mai, la droite sénatoriale propose d'exhumer un texte de 1968, une loi anti-casseurs qui avait été abrogée par François Mitterrand, qui y voyait d'ailleurs une atteinte à la liberté de manifester. Avant d'en parler avec mes invités, on voit ce sujet d'Alexandra Lassiaille et Audrey Butaz. La communication n'aura pas tardé. Dès le lendemain des violences autour du défilé du 1er mai, les sénateurs LR annoncent le dépôt prochain d'une proposition de loi dite anti-casseurs. Dans leur viseur, les Black Blocs, des militants vêtus de noir, cagoulés, qui s'en prennent au commerce et affrontent directement les forces de l'ordre, presque en toute impunité d'après Michel Vaspart, et ce, malgré l'arsenal législatif existant. On constate que sur les 109 personnes arrêtées, il n'y en a que 7 qui sont mis en examen. Ça veut donc dire que ou le gouvernement et la justice ne font pas son travail, ou la législation dans le domaine est insuffisante. La proposition de loi doit encore être affinée par le groupe, mais elle viserait à introduire dans notre droit une responsabilité pénale et pécuniaire collective et à s'adapter aux violences nouvelles des Black Blocs. Il s'agirait en somme de ressusciter une loi vieille de 50 ans, élaborée après les événements de 68. Une loi qui permettait de juger et de condamner une personne participant à un groupe suspect dans le but de commettre violence et dégradation. Un texte abrogé 11 ans plus tard, jugé trop arbitraire. La proposition de loi version 2018 serait donc plus nuancée. Il faut évidemment mesure garder et faire en sorte que ça ne s'applique uniquement à des cas exceptionnels comme ceux qu'on a vus le 1er mai. Le texte devrait être discuté lors de la prochaine réunion de groupe des Républicains. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Blison, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat de la magistrature. J'accueille également sur ce plateau Jérôme Bascher, bonjour. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Également sur ce plateau Emmanuel Grégoire, bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste en charge de la mobilisation citoyenne et de la communication. Vous êtes par ailleurs adjoint à la mairie de Paris en charge du budget. Face à vous, Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Première question pour vous, Jérôme Bascher, puisqu'on a entendu votre collègue Michel Vaspart. À quoi va servir cette proposition de loi? Est-ce qu'il faut adapter notre loi, la moderniser face notamment aux événements du 1er mai? Ce qui est certain, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, comme le 1er mai l'an dernier, comme le 1er mai cette année à nouveau, eh bien, on voit bien que les forces de l'ordre sont bien démunies pour endiguer une violence absolument incroyable, qui n'est pas vue depuis des années ou qui n'est vue que lors des sommets du G20 ou du G7 et du G8 par des groupes nouvellement organisés. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit dans votre reportage, d'une loi de 1970. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une adaptation à des formes modernes de délinquance. Et ce ne sont pas des militants, comme je l'ai lu. Ce ne sont pas des militants. Ce sont de véritables casseurs qui s'organisent avec des gens moins violents. C'est une façon très particulière, les Black Blocs, on pourra y revenir, de faire de la violence, de tout casser gratuitement. Et quand on s'intéresse au profil des gardés à vue, ce ne sont pas des jeunes militants, ce sont aussi des cadres, ce sont aussi des gens qui viennent là uniquement pour casser, pour leur idée militante. Il y a donc là un vrai problème. Aujourd'hui, les solutions ne sont pas trouvées. Nous faisons des propositions. Nous n'attendons pas, comme souvent nos camarades de La République En Marche, que le président ait parlé pour faire des propositions. Denis Jacob, est-ce que c'est la réponse que les forces de l'ordre attendaient? Est-ce qu'elles sont démunies, pour revenir sur ce que vient de dire Jérôme Bascher? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a les moyens juridiques mis à leur disposition, mais avant tout, il y a les décisions politiques et administratives qui sont prises ou qui ne sont pas prises en fonction des événements, des circonstances, du contexte, de l'environnement. Et tout ça, naturellement, est adapté au fur et à mesure des différentes manifestations. Alors oui, il y a un problème au niveau de l'identification et de l'interpellation de ces casseurs. Aujourd'hui, on a une loi qui n'est pas la loi de 70, mais celle de 2010, qui concerne l'interdiction de dissimuler le visage dans un espace public. C'est une contravention. Alors, il faudra qu'on m'explique comment un policier, au sein d'une manifestation particulièrement violente, va aller dire « Excusez-moi monsieur, je vais vous mettre une contravention à 35 €, 22 € s'il la paye dans les 3 jours ou 75 € s'il la paye pas. » Mais bon, je veux dire, on fait une contravention et puis après, il s'en va, il recommence. Donc il faut véritablement adapter cette loi dans un cadre très particulier
qu'est la manifestation de rue, et la loi doit donc transformer cette contravention en un acte délictuel. Emmanuel Grégoire, puisqu'on revenait sur les problèmes aussi des critiques qui ont été faites au préfet de police de Paris. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces incidents? Est-ce qu'il faut justement une nouvelle loi pour empêcher que de tels incidents surgissent de nouveau? Alors la meilleure façon de les empêcher, c'est que les gens ne les commettent pas, ces exactions. Il est vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. La condamnation est, je crois, unanime de ce type d'agissement. Mais pour revenir à ce qui nous occupe, je ne crois pas que la PPL soit une réponse. D'abord parce qu'elle va se heurter à des obstacles juridiques majeurs, du principe de l'individualisation des peines, une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui s'appuie lui-même sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas condamner sur un principe général de participation à un groupe. Et je ne crois pas du tout que ce soit dans la faiblesse de l'arsenal juridique qu'il y a un manque aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, les chambres de comparution immédiate ont tourné à plein régime mercredi, jeudi, vendredi. Le sujet, c'est l'appréhension, l'identification de ces fauteurs de troubles. Et donc, en la matière, je crois que c'est en partie un problème de moyens. Je rappelle, il y a eu 276 interpellations, environ oui. 109 gardés à vue. Voilà, et beaucoup, enfin, vous évoquez le nombre de mises en examen, mais si, il y a eu des comparutions immédiates aussi, de façon très importante, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a des comptes rendus d'audience extrêmement précis qui disent deux choses. Un, c'est le caractère assez atypique des profils. Il y a des gens qui, effectivement, manifestement prennent plaisir à casser sans qu'il y ait un fondement idéologique extrêmement clair dans cet engagement. Mais la deuxième chose, c'est quand même que la justice dispose, ainsi que la police, de moyens de prévention et d'identification. Pourquoi ? Parce que, on le voit bien, les services de renseignement avait plutôt alerté très efficacement sur le risque. On fait face à un contexte assez exceptionnel parce que on voit bien que les rangs des Black Blocs ont été nourris par des gens qui venaient de pays étrangers. Et je ne crois pas que ce soit la PPL qui répondra à ça. Mais je crois qu'en la matière, la préfecture de police et les autres services de police sur le reste du territoire qui sont concernés sur la prévention et le traitement de ce type de mouvement devraient disposer de moyens préalables de traitement des informations des services de renseignement plus efficace. Pour prendre un parallèle qui n'est pas aussi précis, mais c'est juste les hooligans dans les stades de foot. Ça a été un sac de nœuds terrible, mais on a réussi et c'est la prévention qui l'a permis de façon très efficace. Alors Laurence Blisson, est-ce qu'aujourd'hui, ces casseurs peuvent tout casser en toute impunité? C'est ce qu'on a pu entendre. Alors la responsabilité de la justice, dans ce cas-là, ça n'est pas finalement de prendre les personnes qui ont été nassées puis interpellées par les services de police et pour tous de les passer en comparution immédiate et de les juger sur aucun élément. C'est au contraire d'individualiser très clairement et de savoir si on peut imputer à une personne un fait. En réalité, la loi anti-casseurs qui avait été abrogée, elle est revenue et elle est présente dans notre droit puisqu'en mars 2010, il a été adopté une loi qui non seulement interdit le fait d'être cagoulé dans l'espace public, ça interdit aussi le fait de participer sciemment à un groupement, même temporaire, en vue de commettre des violences volontaires ou des dégradations. C'est un article qui pose un vrai problème de constitutionnalité. C'est une brèche dans le droit pénal qui conduit à ce que des personnes passent en comparution immédiate avec une probabilité de condamnation alors même que les éléments sont extrêmement ténus contre eux. Et ça, c'est un problème dans une démocratie. Je crois qu'il y a une deuxième... Donc évidemment, au syndicat de la magistrature, on est profondément hostile à l'idée de cette responsabilité collective. Le Conseil constitutionnel ne le laisserait pas passer de toute façon. Donc je crois que là, on est dans de la gesticulation politique. L'autre chose, c'est que l'autre risque pour nous, c'est de prendre appui sur ce qui s'est passé, notamment sur le régime des hooligans et sur les interdictions administratives individuelles préventives. C'est ce qui a été préconisé par le rapport qui a suivi le décès de Rémi Fraisse, le rapport Poplin à l'Assemblée nationale. Et c'est pour nous une mesure qui est extrêmement problématique parce qu'elle s'inspire un petit peu des mesures qu'on a connues, par exemple, sous l'état d'urgence, qui consiste à empêcher des personnes de manière préventive, à les interdire de manifester sur des éléments qui sont trop ténus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, serait contraire à la liberté de manifester. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une atteinte à la liberté de manifester, cette proposition de loi ? Alors, justement, tout le sujet que nous voyons, c'est que la liberté de manifester, elle est assurée aujourd'hui par les forces de l'ordre. Il faut quand même dire les choses, et je tiens à leur rendre hommage, particulièrement aujourd'hui, après les nombreux affrontements qu'ils ont à connaître. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une enquête, un rapport d'enquête du Sénat, à l'initiative du groupe Les Républicains, sur l'état
des forces de l'ordre après autant de temps en état d'urgence. Elles sont épuisées, elles sont exténuées. Et on leur met en face d'eux des gens qui sont armés non pas aujourd'hui pour casser simplement, mais pour faire la guerre. Quand vous parlez de Sivins, moi je veux bien qu'on parle de Sivins, mais à Sivins, les armes utilisées n'étaient pas des simples cocktails Molotov, par exemple. Ce sont des pipes, c'est-à-dire des armes de guerre, ce qui était utilisé comme explosif lors de la guerre avec l'IRA. Voilà des choses qu'il faut dire. On n'est plus sur de la petite violence sympathique. On n'est pas sur le mouvement de gentils étudiants qui viennent. Non, on est là vers des gens qui viennent casser, tuer du policier. Tuer du policier. C'est dit clairement lorsque l'on observe et lorsque l'on se renseigne proprement sur la mouvance anarcho-gauchiste qui est celle qui sous-tend les Black Blocs. Et donc il y a là quelque chose d'important. Je tiens juste à dire que une première proposition de loi est déposée par mon collègue et ami Édouard Courtial, sénateur de l'Oise, qui vise justement à rendre délictuel le fait d'arriver masqué dans une manifestation, de passer du contraventionnel au délictuel. C'est tout le problème, ça me paraît justement, le fait qu'il évident. soit cagoulé, Mais masqué. la première des choses, c'est d'abord la prévention. Et la prévention, c'est effectivement ce qui a été fait dans les stades de football. C'est aussi de ne pas faire arriver des gens dans un stade. Mais dans un stade, vous avez un billet. Alors que dans une manifestation, il faut assurer la liberté de manifester, elle est constitutionnelle. Eh bien, il faut donc d'autres mesures qui vont Jacob, plus comment loin. vous réagissez à ces propos très forts de Jérôme Bascher? Les manifestants, certains viennent pour tuer du policier, c'est ça? Oui, ça c'est évident. On va prendre la manifestation du 1er mai. On a un nouveau dispositif qui est mis en place, c'est novateur dans la police nationale. On a maintenant un laboratoire scientifique qui passe systématiquement après les manifestations pour ramasser tous les objets qui ont pu être jetés notamment par les casseurs. Et on a découvert de véritables engins qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de tuer. J'ai lu le document qui m'a été transmis il y a quelques jours, il fait plusieurs dizaines de pages, et il est très intéressant en ce sens. Mais moi, je voudrais réagir. Je suis syndicaliste, donc je ne suis pas dans un débat politique. Moi, ce que je vois, c'est les outils juridiques que l'on peut mettre à disposition des policiers pour pouvoir agir efficacement. Quand on ne peut pas en amont, qu'est-ce qui aujourd'hui finalement empêche les services de police d'arrêter les casseurs? Mais parce qu'ils arrivent dans une manifestation habillés comme vous et moi. Donc on ne peut pas les identifier. Et quand on n'arrive pas à les identifier en amont, il faut bien qu'on ait un motif légitime, légal, pour pouvoir, dans la manifestation, de manière préventive, aller exfiltrer des individus qui sont là pour casser. Quand on est dans une manifestation avec un casque, avec une cagoule, avec un masque à gaz, on n'est pas là pour manifester pacifiquement quand même. Enfin, ou alors je ne comprends plus le but des manifestations. On est là pour revendiquer. Pour récupérer les travaux des autres. On est là pour revendiquer, on est là pour s'opposer, pour contester. C'est le droit à manifester que tout à chacun a le droit d'utiliser dans notre pays, mais certainement pas pour venir casser. Ouais. Emmanuel Grégoire. Oui, on est évidemment totalement d'accord avec vous, sur le fait que c'est une violence singulière, vraiment dirigée contre la police en partie, les biens, mais de façon plus grave effectivement contre la police. Mais le préfet de police lui-même reconnaît qu'il ne serait pas possible, même avec l'arsenal juridique que vous évoquez, d'envoyer des policiers emmenés de force au milieu d'une manifestation qui est très 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 largement pacifiste, sous prétexte qu'ils ont des cagoulés et des casques. Mais bien sûr que si, le préfet de police il le dit, vous n'envoyez pas des forces au milieu de manifestants pacifistes pour les appréhender. Mais monsieur, jusqu'aux manifestations contre la loi travail, donc il y a 1 an et demi, on était infiltrés dans les cortèges pour les exfiltrer, justement. Aujourd'hui, mais comme on provoque, puisque c'est la réputation que la police a quand elle intervient, comme on provoque, aujourd'hui, des instructions ont été données pour que les policiers ne soient plus dans le cortège, mais sur les abords du cortège. D'accord, ça n'a rien à voir avec je parle des policiers en investigation. 1200 Black Blocs infiltrés dans une manifestation pacifique. Le préfet de police, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, de toute façon, nous n'intervenons pas au milieu des manifestants pacifiques. Ça crée des risques de sécurité beaucoup trop forts. Donc, en fait, ils se mettent en protection de
biens dès qu'ils le peuvent et en nombre, parce que vous savez très bien, et il le dit lui aussi, on ne peut pas protéger individuellement chaque bâtiment ou chaque bien public pour une raison simple, c'est que vous mettez 6 ou 7 policiers, ça en fait une cible privilégiée et il n'est pas question d'exposer de façon trop, entre guillemets, désinvolte les forces. Et donc, il dit bien que c'est en amont, c'est dans la prévention, il faut empêcher les 1200 Black Blocs de parvenir dans la manifestation et de s'organiser. Laurence Et donc, il faut les interpeller en amont. On va donner la parole à Laurence Blisson. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait voir une remise en cause du droit de se rassembler, de se réunir, de manifester avec ce texte? Je crois d'abord qu'on l'a connu, là, depuis un peu plus de 2 ans, des mises en cause très sérieuses du droit de manifester, pendant l'état d'urgence notamment, qui étaient à la fois en utilisant ce texte et en dévoyant clairement ce texte, c'est ce qu'a fait le précédent gouvernement, et puis aussi par des pratiques policières qui faisaient que, en réalité, c'est bien l'ensemble du cortège qui a été visé par des pratiques de NAS, des pratiques qui sont d'ailleurs contestées notamment par le défenseur des droits, par l'utilisation d'un certain nombre de gaz lacrymogènes. Et je crois que quand on entend dire que, par exemple, si on va en manifestation en étant détenteur soit d'un casque, soit de lunettes, c'est manifestement le signe qu'on est un casseur, qu'on a commis quelque chose. C'est une grave erreur que de dire ça. Je crois que les manifestants quand connaissent... Je manifeste, j'y vais pas avec un casque, moi, madame. Oui, ben moi je peux vous dire qu'en tant que manifestant, je n'y vais pas avec un casque. Néanmoins, j'ai été dans des cortèges dans lesquels on a des cortèges qui sont gazés alors qu'il n'y a pas du tout dans l'immédiateté de situations complexes. J'étais encore au 1er mai l'autre jour. Donc simplement pour vous dire que on ne peut pas en tout cas imputer à des personnes sur la base de la possession d'un casque, sur la base de la possession de liquide qui sert à juste supporter ensuite la lacrymo, le fait d'être un casseur, d'être un black bloc, etc. Par ailleurs, il y a vraiment une vigilance à avoir dans une société démocratique sur tout ce qui relève de l'anticipation. C'est-à-dire que là, on peut très bien parler de manière générale des black blocs, etc., et puis dire il faudrait les arrêter en amont, il faudrait les empêcher, etc. Quand on en arrive à la situation individuelle, manifester librement, sur quelle base est-ce qu'on s'appuie pour interdire à une personne, et on est dans l'espace public, donc on ne lui interdit pas de rentrer dans un lieu, on va l'interdire d'être dans une zone, etc. Sur quelle base on s'appuie pour cela? Et là, il y a un vrai risque qu'à un moment, on utilise, comme ça a été fait pendant l'état d'urgence avec toutes les dérives qu'on a connues, les informations, les notes blanches des services de renseignement qui posent un vrai problème de capacité à se défendre face à ces éléments-là. Et donc, il y a un risque qu'à un moment, ce soit le droit de manifester qui soit... Finalement, ne s'interdit pas de dissoudre certaines associations. Si c'était le cas, alors c'est toujours amusant parce qu'on dissout toujours un peu l'extrême droite. Il y a raison de certaines associations et on ne peut pas dissoudre les Black Blocs car c'est une structure, on dit, amorphe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de structure organisée, et il y a donc, quand vous avez 1200 Black Blocs, vous n'avez pas 1200 casseurs. Je voudrais bien qu'on fasse une différence, parce que c'est un peu fin. Si on était sûr qu'il y avait 1200 casseurs, on envoie la troupe. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est que dans les 1200, vous avez des gens, notamment ceux qui sont au premier rang, là, qui manifestent avec des drapeaux. Ceux-là, ce qu'on appelle des clones. Eh bien, ceux-là, ils sont là pour amuser la police devant, ils ne passeront jamais à la violence. En revanche, derrière, vous avez des gens qui filment, qui se mettront, ces premières personnes se mettront tout de suite à terre et seront filmées dès qu'un policier va approcher, et derrière, vous aurez celui qui frappe. C'est organisé comme cela, ce sont des groupes différents qui se tolèrent et ce n'est pas une structure organisée. Voilà la réalité des Black Blocs. Denis Jacob, et ce sera le mot de la fin avec vous. Il faut dissoudre justement ces associations pour éviter que ces incidents se reproduisent. Je pense que toutes les mesures qui sont bonnes pour éviter d'avoir ce type de rassemblement de casseurs est toujours intéressant à étudier et à prendre en compte. Je voudrais juste réagir sur tout ce qui vient d'être dit. Premièrement, sur les Black Blocs, c'est pas miné par une grande majorité de personnes étrangères, comme vous l'avez dit. Sur les 1200, 30 à 50 ont identifié, donc c'est quand même très minoritaire. Et la deuxième chose, parce que je profite d'être présent sur ce plateau pour le dire, nous avons saisi le ministre de l'Intérieur justement pour revoir cette loi de 2010 sur la dissimulation du visage sur un espace public, premièrement, mais également demander de nouveaux moyens, non létaux, je précise, qui permettent a posteriori
dans le cadre notamment d'enquêtes judiciaires, de pouvoir identifier ces casseurs par des marquages indélébiles visuels ou olfactifs, comme ça se fait dans d'autres pays. Et nous allons également envoyer ce courrier dans les prochaines heures à l'ensemble des parlementaires. Eh bien, merci Denis Jacob, merci à vous Jean Bachar, merci Emmanuel Grégoire, merci Laurence Bisson. Comme tous les lundis.